Un tourne-disque. Vous avez tous déjà vu un tourne-disque? Je me souviens que mon grand-père en avait un. Un passionné de musique, mon grand-père. Il se levait très lentement de son fauteuil. Il se tenait penché en avant, comme si tous ses membres étaient rigides. Puis il attendait. Le temps me paraissait long et soudain, il avançait vers le grand buffet qui se tenait devant lui. Les mains tremblantes, il ouvrait la porte et en sortait un vinyle qu'il posait délicatement sur la platine, ses mains se remettant à trembler avant que la musique ne s'envole. Mon grand-père était en effet atteint de la maladie de Parkinson. Souvent, il me disait se sentir comme un tourne-disque cassé. Il me montrait le diamant qui frôle le disque pour en faire sortir le son. Sans diamant, le disque ne peut plus tourner. Et je comprends maintenant cette image. Dans la maladie de Parkinson, certains neurones que nous avons dans notre cerveau meurent. Ces neurones sont pourtant spéciaux. Ils produisent de la dopamine, connue comme l'hormone du bonheur. Mais ce n'est pas son unique rôle. C'est elle qui permet à notre corps de bouger correctement. Ainsi, lorsque les neurones qui la produisent disparaissent, il n'y a plus assez de dopamine dans notre cerveau et il n'est plus possible de se mouvoir correctement. Alors, pendant des années, mon grand-père a pris un petit cachet blanc rempli de dopamine artificielle qui lui permettait de retrouver du mouvement. Malheureusement, ce traitement entraîne des effets secondaires handicapants, appelés dyskinésie. Lorsqu'il prenait son médicament, mon grand-père n'était plus capable de poser son disque sur la platine, car ses bras se balançaient involontairement et ses membres se tordaient dans tous les sens. Il me disait alors se sentir comme un disque rayé. Et vous, entre un tourne-disque cassé et un disque rayé, que choisiriez-vous? Mon travail de thèse se penche sur une question. Est-ce qu'il y aurait dans notre cerveau des neurones qui seraient à la fois responsables de la perte de mouvement et des mouvements involontaires? Pour répondre à cette question, je récupère des cerveaux de souris et j'en fais des tranches très fines qui restent vivantes pendant quelques heures. De cette façon, j'ai une journée entière pour observer ces neurones et enregistrer leur activité électrique, comparable à une mélodie. Cette mélodie est-elle la même chez les souris saines, les souris malades et les souris ayant développé les effets secondaires du traitement? D'un autre côté, j'observe les communications entre ces neurones et les neurones d'autres régions du cerveau. Chez les souris malades, sont-ils toujours capables de communiquer entre eux? Et cette communication est-elle différente après la prise du traitement? Et j'ai l'espoir qu'un jour, tous les tourne-disques cassés et les disques rayés pourront de nouveau produire une musique s'envolant dans les airs pour le plus grand bonheur de mon grand-père. Merci.